Caroline Liborio n'avait pas 30 ans quand elle apprit qu'elle souffrait d'une maladie inflammatoire intestinale nommée rectocolite hémorragique, requalifiée plus tard en maladie de Crohn. Cette maladie chronique, qui touche 250 000 personnes en France et dont la prévalence ne cesse de progresser, a fait basculer son quotidien. Fini la vie active et sociale qu'elle s'était imaginée. Son univers s'est restreint. Les hémorragies, les maux de ventre, l'épuisement, la peur et la douleur sont devenus maîtres à bord, jusqu'à ce qu'elle réalise que la maladie était peut-être là pour l'amener à réviser son rapport au monde. Je crois que c'est la répétition des pauses et puis des reprises qui étaient toujours plus virulentes. Et à chaque fois qu'il y avait une reprise, il y avait un nouvel effet que je ne connaissais pas de la maladie qui se manifestait. Il y avait des essais qui étaient menés, qui obtenaient un léger mieux, puis ça repartait en arrière. Et j'ai senti peu à peu le découragement s'installer et la dépression. L'isolement a rajouté à la chose. Je pouvais plus travailler de toute façon, je ne pouvais plus sortir de chez moi et je refusais de voir des amis. À un moment donné, ça a été « mais non, là je peux plus ». Je peux plus juste continuer à écouter ce qu'on me dit en bon petit soldat et à faire tout ce qu'on me demande. Je n'y arrive plus. Et peut-être que ça a été aussi provoqué parce qu'à ce moment-là, j'étais soignée par un médecin avec lequel je ne m'entendais pas. Il y avait des oppositions vraiment très fortes entre nous. Il avait un discours que je considérais comme extrêmement violent, menaçant. Dans mon entourage, il y a des gens qui m'incitaient à aller voir ailleurs. Et là, je me suis dit, oui, il faut que j'aille voir ailleurs. La rencontre d'un autre médecin l'amène à se tourner vers des moyens alternatifs d'aborder sa pathologie. Avec lui, elle explore des techniques comme l'homéopathie, l'acupuncture, la réflexothérapie ou l'auriculothérapie. La première chose qui a été efficace pour moi, ça a été de jouer sur mon état d'esprit. Voilà, donc de me remonter moralement et ensuite, ou au même moment, je ne sais pas comment on peut le dire, il y a eu des remèdes de terrain en homéopathie qui ont été très efficaces pour moi. Ça faisait plusieurs mois que je prenais une antibiothérapie pour un abcès qui ne se résorbait pas. Et les effets secondaires des médicaments étaient des nausées. Et donc l'homéopathie m'a permis de me sevrer des antibiotiques. Par rapport à toutes ces thérapies que je découvrais, complémentaires que je découvrais, il y avait aussi un questionnement qui était là. Je me suis interrogée sur le sens de ce que je vivais. J'ai une amie dont je parle beaucoup qui a cherché dans un dictionnaire symbolique des maladies. J'avais un abcès et donc la symbolique de l'abcès et la localisation de cet abcès, c'était la colère refoulée. Les bras m'en sont tombés parce que vraiment c'était ça, quoi. Je sentais cette colère refoulée. Crohn touche plutôt la zone iléo-cécale, donc l'intestin grêle et la jonction du gros intestin. Et la rectocolite ulcéro-hémorragique va plutôt toucher le gros intestin. Globalement, elles ont une signification commune et ce sont des maladies de l'enfermement. Donc ce sont les enfants de la mère et des parents possessifs globalement. Ou toute personne qui aura pris la place du parent ou qui ultérieurement prendra la place du parent. Mais pour ce faire, il faut que l'enfant ait été formé à être enfermable. Ça touche les adolescents, les adultes jeunes, parce que dans la mesure où vous êtes pris dans un système, l'adolescence et l'adulte jeune, c'est l'âge où vous sortez du système. Et si à ce moment-là, vous sentez qu'il y a une sorte de corde qui vous tient, et là, ça arrive. Et en fait, c'est intéressant de voir que ces maladies, Crohn et RCH,
apparaissent surtout au moment où vous faites la première expérience qui va vous permettre, vous amener à être obligé à sortir du système. Et on pourrait même donner une image qui est celle que vous ayez une espèce de néocordon ombilical sous forme d'une tentacule de pieuvre qui rentrerait par l'anus et qui serait attachée par des ventouses au niveau de vos intestins. Et quand vous l'arrachez, comme la pieuvre, comme la tentacule de la pieuvre de 20 milieux sous les mers, 20 milieux sous les mers, eh bien vous déclenchez des lésions d'ulcération. Et ça, c'est les rectocolites, le Crohn et tout ça. Beaucoup de maladies infantiles qui servaient à faire grandir les enfants, à les libérer des enfermements, à leur permettre de faire des crises évolutives, sont aujourd'hui interdites. Vous savez qu'un enfant n'a plus le droit d'être malade, il faut pouvoir aller à la crèche, il faut que ses parents puissent aller bosser. Donc on coupe toutes les maladies infantiles qui servaient à faire mûrir un enfant tel de façon à ce qu'il ne se fasse pas rattraper par la voiture balai, qui est quelque sorte ce genre de maladie chronique. La deuxième raison, c'est tout ce qui est inflammatoire pour le gros intestin, et en particulier toute l'alimentation moderne qui est très pro-inflammatoire, et en particulier tous les blés modernes, toutes les céréales modernes. Mais l'alimentation est fondamentale dans les maladies, surtout les maladies chroniques, mais ce n'est pas la cause, c'est la voie de transmission. Et attention à toutes ces techniques qui consistent à dire par l'alimentation vous avez tout réglé. Non, par l'alimentation vous arrêtez de transmettre, vous arrêtez de donner de la voix et d'amplifier le processus. Pendant longtemps, je me suis questionnée sur tu es coupable de ce qui t'arrive, est-ce que tu as une responsabilité dans ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu vis là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dans mon entourage, il y avait énormément de... Peu à peu, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés et qui avaient des aspirations, on va dire, spirituelles. Et en fait, c'était comme si tout ça, finalement, commençait à avoir une influence sur moi et agissait sur moi de manière subtile. Il y a eu plusieurs étapes, je pense, dans cette évolution. Il y a eu des prémonitions, il y a eu des rêves aussi. Et alors, j'étais assez surprise parce que moi, j'étais pas du tout branchée sur ce genre de choses. Un rêve où je reçois un message de ma grand-mère qui était décédée et mon chien qui était mort pas longtemps avant. Il y avait une espèce de rampe ascendante comme ça, et donc je les voyais partir d'un côté et ils me signifiaient clairement que moi je restais là. Et bon, ça m'arrangeait pas forcément parce qu'il fallait que je continue à me battre. Je suis responsable de ce qui m'est arrivé parce que je me suis laissée déborder par un certain nombre de choses. Mais en même temps, je n'étais pas consciente de ce qui se passait. C'est pour ça que je n'ai pas à me sentir coupable. J'ai fait avec les moyens du bord et j'ai fait avec ce que j'étais capable d'appréhender, ce que je comprenais. Moi, ce qui me semble absolument incroyable, c'est d'imaginer que le psychique et le somatique puissent être séparés. En fait, il faut imaginer vraiment que vous avez un esprit et un corps. Votre corps, c'est votre moyen. Et votre corps, il est là pour vous aider. Donc il m'aide à vous parler, il m'aide à manger, à dormir, à digérer, il m'aide à me reproduire. Et il m'aide aussi à faire attention. Quand vous êtes en difficulté, votre corps vient reprendre le relais. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas, vous avez deux manières de faire. Soit vous symbolisez, c'est-à-dire j'ai une difficulté, je comprends, j'intègre, j'applique. Ou je ne peux pas et je repasse le relais à mon corps qui, lui, va somatiser, qui, lui, va intervenir pour prendre le relais et m'aider à avancer. La médecine chinoise, l'acupuncture, donne énormément d'informations entre le foie et la colère, l'amour et le cœur, la rumination et la rate, la peur et le rein, la tristesse et le poumon. Je veux dire, ça fait 4000 ans que c'est connu. Il y a des grandes choses communes. Mais après, comment vous avez vécu cette période-là de votre vie, qui pourra faire qu'éventuellement, après, vous aurez des troubles d'estomac. Et comme moi, je les ai vécus, c'est pas pareil. Mais si quelqu'un vous dit « j'ai mal à l'estomac », vous allez lui dire « c'était comment quand tu étais tout petit ?» Se battre contre soi, voilà le sens de la maladie auto-immune, finit par se dire Caroline. Elle réalise que le déséquilibre intérieur conduit au chaos. L'âme aspire, le mental se défend, le corps hurle. À partir de là, sa maladie se met à bouleverser positivement sa vie. Il y a eu des changements au quotidien, dans mon alimentation, dans mon rapport au corps. J'étais quelqu'un qui intellectualisait beaucoup les choses
sans vraiment se préoccuper de ce corps. Et le corps m'a rattrapée, il me parlait en fait. C'était presque un sacrilège que de ne pas s'en occuper de ce corps. Et puis ça a changé en fait dans mon rapport aux autres, dans mes préoccupations aussi, dans mes centres d'intérêt et dans la façon dont je voulais mener ma vie. Le corps dans lequel je vivais ne pouvait pas juste être un instrument de souffrance. Et je me suis mis à le regarder en fait d'une autre manière. Alors j'avais déjà subi un certain nombre d'opérations, j'ai des stigmates de ça, j'ai des cicatrices nombreuses dans tous les sens. Et en fait, j'ai réalisé que j'aimais ce corps-là malgré ça. Donc le sport a été une des choses que j'ai faites pour lui. Mais après, il y a eu d'autres pratiques telles que le chant, qui était pour moi latent depuis très très longtemps. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse et que j'osais pas faire. Ça a été aussi une manière de trouver une autre façon de s'exprimer que par l'écrit, l'intellect. C'était presque comme si je mettais à jour une ressource qui était là et qui ne demandait qu'à exister, mais que je muselais, que je voulais vraiment pas utiliser. Je sais pas pourquoi, j'avais peur. Donc ça a été le chant, ça a été aussi des petits défis que je me suis lancée. Voilà, j'ai posé nue. C'était presque comme si je cherchais à toujours faire quelque chose que j'avais réfréné. Devenir un partenaire actif de sa guérison, ça consisterait d'abord à arrêter de considérer que vous allez être pris en charge par quelqu'un d'autre. Donc vous allez vous prendre en charge, vous allez aller chercher les aides dont vous avez besoin. Et un partenaire actif, ça va consister à essayer de comprendre, à agir, à dire que j'agis sur moi. Et en matière de sclérose en plaques, c'est tellement plus facile de prendre un médicament que de faire attention à sa diététique. On sait par exemple que dans l'hypertension artérielle, vous changez votre diététique, il y a 80% des hypertensions artérielles qui disparaissent. Attention, je dis bien aux gens, c'est pas parce que vous voulez comprendre qu'il faut abandonner le reste. Toute l'idée de dire quand vous avez compris, vous avez pu à vous soigner, pour les petites choses, d'accord. Mais pour les grandes, non, c'est pas possible. Si c'est rentré dans la matière profondément, il va falloir le chercher profondément dans la matière. Et c'est là que le médecin ou le thérapeute intervient, parce que c'est celui qui théoriquement a du recul et qui va vous permettre de dire bon allez, on parle, on écoute, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça te fait, interroger, confronter, intervenir. Mais après ça, dans le partenaire actif aussi, il va aussi y avoir le fait de est-ce que je suis prêt à remettre en question mon histoire ? Est-ce que je suis prêt à remettre en question tout ce qui a été le fondement de mon existence et qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui ? Être un partenaire actif, c'est aussi un partenaire actif de changement. Accepter de renoncer à. C'est ça aussi qui est important. Et en fait, souvent le déni, qui est la base même des maladies chroniques, c'est l'élément qui vous empêche d'évoluer. Oui, mais je ne peux pas faire ça. Vous voyez, combien de gens disent oui, mais si je fais ça, je vais les tuer. Si je dis ça, ça ne va pas être possible. Bah oui, donc on est mal parti. C'est Confucius qui disait il y a 3 manières d'évoluer. Par la conscience, ce qui est la plus noble, par l'imitation, ce qui est la plus facile, et par l'expérience, qui est la plus douloureuse. Je crois que j'ai longtemps été ballottée comme ça au gré du désir d'un certain nombre de personnes. Ça commence très tôt, dès l'enfance, les parents, les ambitions qu'ils placent en vous, ce qu'il faut être, ce qu'il faut devenir. Et puis j'ai très tôt cru aux contes de fées, amoureux. Donc après, ça a été les désirs et les ambitions des hommes avec lesquels j'ai été. Voilà. Et j'avais besoin aussi, tout simplement, de découvrir quels étaient mes propres désirs. Je me souviens de cette fameuse année où il y avait ces problèmes d'abcès, de fistules, etc., où j'avais vraiment souffert depuis à peu près 6 mois. Et puis, mais il y avait un artiste que j'adore qui était en tournée en France. Et en fait, je me disais, mais au fond, là, ça va un petit peu mieux. Donc, pourquoi est-ce que tu n'irais pas ? Voilà. C'était très spontané. J'ai pris un sac, j'ai mis 3 affaires dedans et je suis partie, en fait. J'ai pris juste un ticket de concert que j'ai acheté sur Internet. Et puis après, en avant, quoi. Comme par hasard, il y avait plus de gêne au niveau du corps, il y avait plus de symptômes, tout ça s'évanouissait dans la nature. Et j'ai bien vu qu'il y avait une corrélation en fait entre
ce que je m'autorisais à faire et ma santé. Aujourd'hui, j'ai plus de traitement. Je vois, une fois par mois, je vois mon médecin traitant et je continue avec lui un protocole de soins qui est basé sur la photothérapie et les couleurs. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de guérison à propos d'une maladie chronique, mais en fait, je pense que je me suis suffisamment battue pour employer ce mot de guérison et pas utiliser le mot de rémission, parce que c'est comme si il y avait toujours une épée au-dessus de ma tête qui était là. Et j'ai pas envie, moi, de vivre dans la menace. Il y a des excès, évidemment, que je ne peux pas faire. Je ne peux pas pousser mon corps très loin dans certaines limites. Mais ça, c'est le résultat, en fait, de ce qui s'est produit pour moi. C'est-à-dire, j'ai été opérée, on m'a enlevé le côlon. Je ne peux pas me dire, j'utilise ce corps et je le pousse à l'extrême limite de ses forces. Je le respecte davantage. Aujourd'hui, on vit dans une vie qui est toxique, qui empêche les gens de maturer naturellement avec leur maladie et qui les intoxique en permanence. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a plein de maladies aujourd'hui qui sont des maladies toxiques, qui viennent se rajouter à ce que j'explique. Et en particulier, on voit dans les Parkinson, il y a énormément de Parkinson toxiques. Les Alzheimer, c'est une maladie à la fois des toxiques et à la fois des gens qui ont traversé toute leur vie sans jamais se remettre en question. Et donc à la fin, le cerveau n'est qu'un ensemble de cicatrices. Donc notre civilisation aujourd'hui est une civilisation qui marche complètement sur la tête. Le mode de vie général qui est un mode qui est hyper stressant, où la seule chose qui compte, c'est la consommation. Au début du XXe siècle, une personne sur 27 allait faire un cancer dans sa vie. Aujourd'hui, c'est une personne sur 3. Alors on a fait des progrès énormes, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est faire des progrès d'en guérir 2 fois plus quand on en génère 10 fois plus? Je me sens mieux aujourd'hui qu'à 20 ans. Je me sens plus claire, plus calme. Et c'est quand même le passage par la maladie qui m'a permis de m'autoriser certaines choses. Et c'est en ça que je dis que c'est un cadeau. Ça m'a permis de faire un retournement. Sinon, je crois que je serais rentrée dans une vie assez peu conforme à ce à quoi j'aspirais. J'agissais pensant que je recevrais en retour ce que j'offrais. Et au fond, je ne faisais qu'offrir, mais aux autres, jamais à moi. Je ne m'offrais jamais à moi. Je pensais que la finalité, c'était toujours d'aller vers les autres et d'offrir aux autres. Et au fond, j'ai commencé à m'offrir à moi-même un certain nombre de cadeaux. Et je pense que c'est ça qu'on peut appeler le respect de soi. Il y a eu ce dialogue entre moi et moi. La maladie, ça a permis ça. Est-ce que là, je suis dans ce que je veux vraiment? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? J'ai dû accepter que j'étais pas toute puissante. Et notamment que j'étais pas toute puissante au niveau de mon corps. C'est-à-dire que je pouvais pas le museler comme ça à vie. Et lui, en échange, m'a appris qu'il y avait des moments où il fallait renoncer à certaines choses, mais parce que peut-être que c'était des choses qui ne nourrissaient pas des besoins fondamentaux. C'est-à-dire, j'ai laissé de côté, je pense, des choses comme peut-être l'ambition professionnelle ou le désir de devenir pour plus simplement être, je crois. J'avais besoin d'une reconnaissance. Alors, on a tous besoin d'une reconnaissance, mais peu à peu, je crois que j'ai lâché aussi cette chose-là. Mais je continue en fait à lâcher un certain nombre de choses. Je vais vers de plus en plus de dépouillement, je dirais.